Je m'installe. Je suis bien installée. Hello tout le monde, moi c'est Anaïs, Bibi pour les intimes. Et aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo sur le Met Gala. Donc ça sera une vidéo en deux parties, avec la première partie sur mon analyse et ma deuxième partie sur les reviews des tenues qu'on aura vues demain soir. Et donc je vais avoir 2 jours très sportifs. Vive la procrastination! Dapper Dan, André Leontali, Chris Jones, Janelle Monáe, James Baldwin, Alexandre Dumas. Tous ont un point commun. Au-delà du fait qu'ils soient noirs, ce sont des figures du dandysme. Dans l'histoire ancienne et contemporaine, nombreuses sont ces figures emblématiques qui sont connues pour leur discipline vestimentaire. Chaque tapis rouge est attendu avec impatience, chaque tenue un hommage à un passé glorieux et flamboyant, chaque couture analysée avec rigueur par les enthousiastes de la mode. Le dandysme est un courant de mode, de pensée et de société lié à l'élégance et né en Angleterre à la fin du XVIIIe siècle. Selon le biographe d'Oscar Wilde, le terme dandy viendrait d'une ballade écossaise qui décrit un jeune homme efféminé prénommé Andy qui se dandinait derrière une jeune fille. Le mot dandy serait donc un portmanteau qui viendrait du verbe to dandle et dandy qui désigne en fait un jeune homme qui s'habille de manière excentrique. On attribue toutefois le mouvement dandy à Beau Brummell, qui est considéré comme l'influenceur originel de la mode masculine. Ayant vécu durant la Régence anglaise, il rejette les imprimés et les perruques de ses pairs et préfère se tourner vers des matières et des designs plus nobles comme le lin et les costumes sur mesure. Ainsi, un dandy est caractérisé par sa discipline dans le maintien de son image, de son intelligence, de son impertinence. Et c'est un homme ou une femme qui, au travers notamment de son apparence, se rebelle contre la société dans laquelle il s'insère. Et c'est donc tout naturellement que le dandysme a été réapproprié par les esclaves et les descendants d'esclaves aux États-Unis. Et c'est précisément à la communauté afro-américaine que le thème de l'exposition du Met Gala rend hommage. L'exposition de cette année, nommée Superfine Tailoring Black Style, s'inspire du livre de Monica L. Miller, sorti en 2009 et intitulé Slaves to Fashion, Black Dandism and a Styling of Black Diasporic Identity. Et l'accent était shaky un peu. We'll get better. L'exposition se concentrera sur les styles noirs au fil des décennies et plus spécifiquement sur la mode masculine haut de gamme, en explorant notamment l'idée donc du Black Dandy. C'est sur la base de cette exposition que le dress code du Met Gala a été décidé et cette année c'est Tailored for You. If you see what I mean. Force est de constater qu'aujourd'hui on est dans un contexte géopolitique instable, gangrené par la montée du fascisme et agrémenté de discours minimisant l'impact des communautés racisées sur l'histoire de l'humanité. Et donc ce thème de l'exposition et le Met Gala par conséquent permet en théorie de redonner à la communauté noire ses lettres de noblesse et de reconnaître son impact à travers les siècles sur le monde de la mode. Néanmoins, il est difficile de passer outre certaines controverses qui ont gangrené l'industrie de la mode ces dernières années. Je pense à Prada, je pense à Gucci, je pense à Marc Jacobs. Cela s'ajoute l'effacement et les autres obstacles rencontrés par les designers, artistes, mannequins noirs de l'industrie et dont fait notamment part André Leontali dans son livre The Chiffon Trenches, a Memoir. That was a little bit better, the accent. Hey! Anna Wintour et Vogue font littéralement l'industrie de la mode. La mode, c'est Anna Wintour et Vogue. Et donc, s'il y a des problèmes dans l'industrie qui depuis n'ont pas été réglés, c'est qu'ils ont activement ou passivement participé à ce problème. Il est donc valide de se demander à quel point l'élaboration de cette exposition et de ce gala relève d'une véritable volonté d'évoluer vers une industrie plus égalitaire, plus équitable, plus inclusive, ou il s'agit encore là d'une énième performance comme on en a pu le voir par le passé.
Et donc, ma problématique du jour, c'est de savoir dans quelle mesure le Met Gala peut-il correctement rendre hommage à l'influence de la communauté noire sur le mouvement du dandysme. L'histoire du dandysme débute durant l'esclavage. Durant cette période, les propriétaires d'esclaves habillaient les Noirs dans de beaux vêtements pour les faire passer pour des luxury slaves, des esclaves de luxe. C'est aussi durant cette période que nombre de pièces de théâtre et de personnages noirs font leur apparition dans le théâtre britannique. Ces personnages sont bien évidemment joués par des acteurs blancs blackface et sont habillés de manière élégante et dotés de personnalités censées faire rire une audience blanche et raciste. C'est notamment le cas d'un personnage nommé Mungo Macaroni. Et donc ce personnage de Mungo Macaroni a été écrit par Isaac Bickerstaff. Is it German? Pour son opéra comique The Padlock. Le personnage de Mungo Macaroni était inspiré par Julius Sobies, et j'espère que c'est comme ça que ça se prononce, qui était un esclave noir ayant réellement existé. Il avait été libéré et était rentré sous la protection d'une duchesse qui l'a fait rentrer dans les hautes sphères de l'aristocratie britannique, fait extrêmement rare pour l'époque. Par ailleurs, il était habillé d'un costume de soie flamboyant, ce qui était un scandale à l'époque. Il y a plusieurs manières de voir les vêtements dits classiques dans l'histoire. Certains dandies noirs ont utilisé le costume européen pour s'assimiler et se faciliter l'existence. Le problème, c'est qu'ils n'étaient pas forcément dans cette discipline, pour eux, ce n'était pas un mode de vie et ils ne comprenaient pas forcément ce qu'était la couture, ce qu'était le sur-mesure. Pour d'autres, le dandysme était un moyen de se rebeller en se moquant de la domination blanche. Durant les fêtes d'esclaves du XVIIIe et XIXe siècle, les Noirs se servaient des vêtements et de la danse pour se moquer de la prétention des Blancs. Les fêtes afro-américaines annuelles telles que Pinkster ou Negro Election Day étaient l'occasion pour les minorités noires de se mettre en scène dans le travestissement de classe et de race. Comme l'indique Monica N. Miller, les spectacles permettaient de confirmer la réalité en la défiant. Ils permettaient de remettre en question les hiérarchies sociales et culturelles. Au début du XXe siècle se déroule un événement qu'on appelle The Great Migration, la grande migration en français, et se déroule au début des années 1910 jusqu'aux années 1970. Les Noirs en fait fuyaient la violence du Sud et se sont installés dans des villes dans le Midwest, dans le Nord-Ouest, mais également dans le Nord-Est, comme New York et plus particulièrement Harlem. Et à cette époque-là, Harlem devient la capitale mondiale de la Black Culture. Cette grande migration a donné lieu à un mouvement culturel qui s'est déroulé entre 1918 et la toute fin des années 1930, c'est la Harlem Renaissance. À cette époque-là, le quartier d'Harlem abritait la plus large population noire des États-Unis. Au fur et à mesure, les voisinages se sont rassemblés en communautés autour d'églises, d'associations, d'organisations politiques, culturelles, comme les speakeasy, les théâtres ou encore les boîtes de nuit pour lesquelles Harlem était bien connu. L'influence culturelle de la communauté noire s'est répandue dans toute la ville et Harlem est devenu un emblème d'une identité urbaine américaine. Avec la Harlem Renaissance, les Noirs saisissent l'occasion pour littéralement renaître leur image aux yeux du monde, qui les a régulièrement soumis à une violence raciale et qui continue de les empêcher d'exercer leurs droits civiques. Les premières manifestations publiques de cette Renaissance noire, ou de l'apparition du New Negro, comme le caractérise Zora Neale Hurston. Si je commence à mixer mes auteurs, en fait, ça va pas le faire. Cette nouvelle Renaissance noire se fait voir lors des parades. Par exemple, la Silent Protest de 1917, organisée notamment par Johnson et W.B. Du Bois, ou Du Bois, si tu le prononces à l'américaine, ainsi que le Hamilton Lodge Drag Ball. La Silent Protest Parade, donc comme j'ai dit, était organisée par Johnson et W.B. Du Bois. Et c'était un véhicule pour faire passer un message politique et antiraciste fort après les émeutes raciales de juillet 1917. Des milliers d'Afro-Américains ont descendu la 5e avenue dans un silence complet. Au-delà d'être une prouesse d'organisation, c'était aussi une prouesse de style. Il s'agissait là de la première manifestation massive noire des États-Unis. Et pourquoi c'était une prouesse de style ?
Les hommes étaient habillés en noir, les femmes et les enfants en blanc et tenaient dans les mains des pancartes aux couleurs complémentaires qui dénonçaient le racisme auquel ils étaient soumis. Ainsi, la communauté noire a habillé sa propre scène politique, culturelle, avec des looks que le public n'était pas prêt d'oublier. Harlem était un espace ouvert à ceux qui voulaient expérimenter avec le genre et avec leur sexualité. Harlem était également connu pour sa vie nocturne trépidante, ses clubs de jazz, ses boîtes de nuit, ses speakeasy, on y danse, on y chante comme nulle part ailleurs. C'est un endroit où chacun peut expérimenter, peut se révéler et challenger les conventions d'identité. Le costume des dandys est une manière de se libérer des conventions de genre et de race, mais peuvent aussi faire de leurs porteurs des cibles. Dans les années 1920, les entertainers noirs ont débuté un nouveau style de costume directement inspiré par la rue et qui s'est rapidement répandu dans les autres communautés de la ville et du pays, et c'est le zoot suit. Le zoot suit est un costume oversize dérivé du drape suit. C'est un costume notamment avec des épaules exagérées, des vestes qui sont allongées et des pantalons ultra larges mais cuffed à la cheville pour éviter que les couples et les danseurs ne piétinent le tissu en dansant dans les clubs. D'importantes figures comme Cab Calloway, Louis Armstrong ou encore Malcolm X l'arboraient fièrement. Et pour la petite anecdote, Malcolm X avait même pris un crédit quand il avait 15 ans pour pouvoir s'acheter un zoot suit. Selon Ralph Ellison, l'auteur d'Invisible Man, le costume avait une profonde signification politique. C'est une manière de se définir soi-même dans une Amérique qui ne voit qu'un seul type de noir. Dans les années 1940, ces costumes étaient portés par les hommes issus des minorités, comme les hommes asiatiques et les latinos, dans les quartiers souvent ouvriers. Et les femmes et les hommes latinos portaient encore un dérivé des zoot suits et se faisaient appeler les pachucos, pachucas. Cependant, en décembre 1941, les États-Unis sont attaqués sur leur base militaire de Pearl Harbor à Hawaï. Cet événement marque l'entrée des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale. Et le pays se met en ordre de marche. Les femmes remplacent les hommes à l'usine qui sont partis au front et la population se retrouve rationnée. Les communautés racisées n'ont pas arrêté de porter les zoot suits pour autant. Et à cette période-là, le tissu est utilisé pour fabriquer des tenues militaires, donc il est rationné. Et donc porter un zoot suit est vu comme un acte anti-patriotique, comme un acte de désobéissance civile aux yeux des militaires, du gouvernement, des forces de l'ordre. En 1943, des adolescents mexicains-américains, noirs, asiatiques et non blancs sont pris pour cible à Los Angeles pendant quasiment une semaine. Un journaliste du nom d'Al Waxman décrit une situation où des soldats blancs ont fait arrêter un tramway pour pouvoir le fouiller et punir tous ceux qui portaient des zoot suits. Pourtant, ces costumes larges et flamboyants étaient également portés à Hollywood à l'écran comme en ville, et les stars hollywoodiennes blanches n'étaient pas sujettes à un tel rejet et à une telle traque. Wondering why? Ce ne sont pas nécessairement les émeutes qui ont conduit à la fin du zoot suit. Le zoot suit était une tendance. Et comme toutes les tendances, elles passent et elles reviennent. Le zoot suit fera plusieurs réapparitions, notamment à la fin des années 70 lors d'un défilé Yves Saint Laurent. À cette occasion-là, il présente sa collection de Broadway suits fortement inspirée des costumes d'Harlem. Comme on a pu le voir, les tendances vestimentaires s'insèrent dans un contexte géopolitique et économique. Taipei Queen, dans sa vidéo intitulée The History of Shoulder Pads, indique que la fin des années 70 marque l'avènement du disco, genre musical considéré comme la bande-son de la libération sexuelle. En opposition, une vague d'hommes politiques conservateurs s'empare du pouvoir en Occident. C'est le cas notamment en France avec Valéry Giscard d'Estaing, en Angleterre avec Margaret Thatcher ou encore aux États-Unis avec Ronald Reagan. C'est une période de relative croissance économique, et il y a de l'argent et il y en a presque partout. Les femmes sont de plus en plus présentes dans les milieux corporate et cherchent à se faire respecter de leur père masculin.
Et donc, elles utilisent le vêtement et plus particulièrement le costume avec des vestes larges aux formes masculines. Le zotzot est encore réapparu cette année. En 2025, lors d'un défilé Yves Saint Laurent, il a notamment été porté par Bella Hadid pour son retour sur le catwalk. So happy to see her, I hope she's okay. Le zotzot ou ses vestiges n'est pas prêt de disparaître complètement. Depuis la fin de la pandémie et le maximalisme qui persiste tout de même face au quiet luxury, il est toujours pas rare de voir des blazers oversize un peu partout. And I actually have one here. Et j'en ai plein dans mon placard que je regarde là tout de suite et j'ai énormément de blazers oversize. Je ne jure que par ça. So, it's not disappearing. Ever. Quand on pense aux dandys, on pense souvent aux hommes. Cependant, les femmes aussi ont nourri ce mouvement. Grace Jones, Janelle Monáe, les Pachucas. Grace Jones portait souvent des vestes ou des tenues aux formes masculines avec peut-être un pantalon serré et une paire de hauts talons. Une amie m'a également envoyé une vidéo d'une essayiste mode qui a fait un portrait sur une femme que je considère comme tellement en avance sur son temps. C'est Gladys Bentley. Gladys Bentley était une chanteuse et pianiste américaine qui a énormément performé dans un speakeasy queer d'Harlem, qui a même été renommée en son nom sur certaines cartes de speakeasy tellement elle était célèbre. Elle était souvent vêtue d'un haut de forme et d'une queue de pie. En fait, c'est une veste de cérémonie avec une queue, un peu comme celle des maîtres de cérémonie dans les cirques. Et elle était souvent définie à tort comme étant une drag queen. Mais elle a toujours affirmé qu'elle ne cherchait pas à personnifier un homme, elle était juste ouvertement lesbienne et masc presenting. Cependant, cette essayiste émet l'hypothèse que l'arrivée du macartisme a conduit Gladys à adopter des tenues traditionnellement féminines et à proclamer dans les journaux qu'elle était redevenue une femme. Elle a même prétendu avoir subi des traitements hormonaux médicaux pour se guérir de sa masculinité. Let me drink a little bit. That's better. Ce sont des femmes au style androgyne ou carrément masculin qui ont constamment challengé le genre tout en élégance. Elles se sont débarrassées des injonctions à la féminité souvent beaucoup plus rigides envers les femmes noires. Et parfois au péril de leur vie. Et le Met et ceux qui y participent se doivent de leur rendre hommage demain. Are you feminine? Do you like being masculine? I like being both, actually. I mean, I'm a lot. It's not being masculine. It's an attitude, really. Being masculine? What is that? I mean, can you tell me what is being masculine? I mean, I think that I just act the way I feel. David J. Leonard, dans son livre After Hardest, met en avant une citation de Frantz Fanon qui argue que dans le discours racial américain, ce qui est criminel et déviant est conçu comme l'équivalent de noir dans l'imaginaire blanc. Ce qui signifie que ce sont des corps à contrôler, soit de manière violente comme ça a été le cas par le passé et en vrai ça l'est toujours aujourd'hui, soit de manière beaucoup plus subtile comme ça a été le cas dans la NBA. Pour les Noirs, aux États-Unis comme en France, un vêtement, une tenue péjorativement connotée peut empêcher les autres de vous juger à votre juge de valeur ou encore peut signer votre arrêt de mort. C'est le cas de Trayvon Martin, un jeune adolescent de 17 ans qui avait été tué en février 2012 en Floride. Son seul tort avait été de porter un sweatshirt à capuche en étant noir. Ce jugement péjoratif est très souvent associé aux tenues tirant leur origine de la culture hip-hop. Les joueurs de NBA en ont fait les frais il y a un peu plus de 20 ans. Au début des années 2000, l'ère Michael Jordan vient tout juste de se terminer et le hip-hop est absolument partout. La ligue capitalise même sur le cool et le mood board du hip-hop pour vendre des billets. Cependant, la réputation des joueurs n'est pas au beau fixe. Beaucoup ont des casiers judiciaires. Kobe Bryant est accusé de viol par une employée d'hôtel.
Allen Iverson, l'enfant terrible du basket, est toujours amené à un incident pré-carrière. La drogue, notamment la cocaïne, coule à flot. Les frasques des joueurs ne finissent pas de faire la une des journaux et les dirigeants sentent qu'ils sont en train de perdre leur audience blanche, qui est celle qui achète les billets. Et par ailleurs, la période entre la fin des années 90 et des années 2000 est marquée par une succession de lockouts. Un autre événement qui ne va pas aider l'image des joueurs, c'est les Jeux Olympiques d'Athènes de 2004. En plus d'avoir sous-performé, les joueurs de l'équipe américaine ont quelque peu embarrassé les dirigeants de la Ligue. Lors d'un dîner auquel l'équipe de Serbie était conviée, les joueurs de l'équipe serbe étaient tous arrivés coordonnés, habillés en survêtements aux couleurs de l'équipe nationale. Tandis que les joueurs de l'équipe américaine, Americans, you know, it's Americans. Bref. Les joueurs de l'équipe américaine, dont notamment LeBron James, Carmelo Anthony et toujours Allen Iverson, sont arrivés au dîner en baggy, gros t-shirt, grosse chaîne et grosses boucles d'oreilles en diamant. L'entraîneur a carrément failli les renvoyer à l'hôtel. Les tensions entre les joueurs et les fans ont atteint leur paroxysme lors de la bagarre générale de 2004, communément appelée Malice at the Palace. Okay, let me set the scene because this is a lot, okay? Le 19 novembre 2004, Ben Wallace, joueur des Pistons de Détroit, subit une faute de Ron Hartest des Indiana Pacers. Une bagarre éclate alors entre les joueurs des deux équipes. Le match est mis en pause le temps que les arbitres revoient l'action et décident des pénalités à appliquer. C'est alors que Ron Hartest est visé par un jet de boisson depuis les gradins. Ni une ni deux, il charge les gradins mais s'en prend aux mauvais fans. Et là, c'est l'apocalypse. Like, this is le film 2012, D-Day, la faille de San Andreas, whatever, c'est l'apocalypse là. Les joueurs se battent avec les fans se battent entre eux, les joueurs se battent entre eux, et la bagarre se répand des gradins au parquet. Un important dispositif de police doit être dépêché sur place pour ramener le calme et faire sortir les joueurs et le public. This is absolutely insane. This is just a game. This is madness. Like, what the fuck? Anyway, le match est finalement terminé sans être allé jusqu'au bout, quoi. Ils n'ont pas été au bout du 4e quart-temps. Et les conséquences sont multiples. 9 joueurs sont suspendus, 5 sont condamnés pour agression et à 1 an de probation et plusieurs centaines d'heures de community service. Les joueurs impliqués ont perdu autour de 11 millions de dollars. Les fans impliqués dans la bagarre ont été bannis à vie des matchs et une limite de vente d'alcool a été instaurée lors des matchs. Cet événement a marqué la cristallisation de la diabolisation du hip-hop au sein de la ligue et a permis la libération de ce que David J. Leonard appelle colorblind racism. L'incident a conduit du coup le commissioner David Stern, le big boss de la ligue, à s'attaquer à tout ce qui constituait pour lui un véhicule de violence et s'apparentait comme par hasard à la culture hip-hop qui jusque-là était connotée noire. Comme par hasard. C'est pas le fait qu'il y a tout un tas d'hommes sous testostérone qui soient incapables de gérer leurs émotions. Non. C'est la faute des Noirs et de la culture hip-hop. Like, what the fuck? Now I'm pissed. Par ailleurs, il faut savoir que déjà depuis les années 70, il y avait déjà de nombreuses critiques et commentaires qui arguaient que la ligue était trop noire. Oui. David J. Leonard précise également que ces critiques ne visaient pas uniquement la couleur de peau des joueurs. Il dit, je cite, in my best English, in 1984,
David Stern began his tenure as the NBA's commissioner. Even more so than the MLB or the NFL, the NBA had been plagued by criticism that the league was too black. A criticism that didn't simply refer to the demographics of the league, but also the aesthetics, styles, and transparent blackness of its bodies. Yep. La même année que le début du mandat de David Stern, Michael Jordan débute sa carrière en NBA. Sous lui, la ligue regagne en popularité. Ok, toujours selon David J. Leonard, Jordan a pu capitaliser sur un hip-hop bourgeonnant tout en diluant sa blackness et la faire correspondre à l'imagination blanche. Il était inoffensif, amical, racialement rassurant, if that's a word. That's a word? That's a word. Il n'était jamais habillé en tenue extravagante, bien que très cher. Je crois que l'auteur parlait d'un costume Armani à $3,000. Like, that's more than my salary in one costume. Like, people have way too much money. Like, it's the rich. For real. Il ne parlait jamais de race ou de politique et n'était plus perçu comme noir, mais comme une superstar. Bref, pensez Beyoncé entre Dangerously in Love et Lemonade. That's Michael Jordan. That's what they like. Et vous avez vu la réaction of white people quand Beyoncé a sorti Lemonade. Honey, get in here! What is it? What's wrong? I think Beyoncé is black. Sauf que post-Michael Jordan, les joueurs performaient leur culture et leur blackness. Similairement aux autres shooters, ils veulent être vus et remarqués. Ce qui, dans le contexte que je viens... Why can't I say contexte? Contexte. Ce qui est dans le contexte que je viens d'évoquer ne plaisait ni au public, et si ça a des conséquences pour les revenus de la ligue, ça ne plaît pas aux dirigeants non plus. Les audiences télé de la finale 2005 entre les Pistons et les Spurs avaient baissé de 30% par rapport à l'année d'avant. Les audiences de la NBA pour cette année étaient la dernière des 3 sports les plus regardés. Et l'opinion publique classait les joueurs de basket comme les joueurs les moins aimés de toutes les ligues de sport majeures aux États-Unis. Et donc la crainte de perdre l'Amérique blanche était beaucoup trop grande. Il fallait donc urgemment rendre les joueurs plus présentables au monde corporel blanc, aux habitants des États républicains, bref, à l'Amérique moyenne. Et pour ce faire, il fallait réduire les signes extérieurs de blackness. C'est ainsi que David Stern, en octobre 2005, a instauré un dress code applicable à tous les joueurs de la ligue. Et ce dress code impliquait pas de chemise sans manches, pas de short, pas de t-shirt ou de maillot, pas de chaîne par-dessus les vêtements, pas de casque, sauf dans les bus et dans les vestiaires, pas de lunettes de soleil à l'intérieur, pas de jeans baggy, pas de durag. Bien évidemment, cette nouvelle règle a divisé et les joueurs n'étaient pas dupes, notamment des joueurs comme Allen Iverson, et qui ont souligné le caractère raciste de cette nouvelle règle. En effet, prendre un Allen Iverson avec son bandana et ses jeans baggy était vu comme un criminel, mais Justin Timberlake, qui était habillé pareil, était le petit ami de l'Amérique adolescente. Something's not adding up, like the math is not mathing. Or maybe it is, yeah, because it's racism. It's racism. Le dress code aujourd'hui est toujours en vigueur, mais beaucoup moins rigoureusement appliqué. Et sans le savoir, avec ce dress code, David Stern a signé la naissance du dandy basketteur. Vestimentairement parlant, ça a forcé les joueurs à faire évoluer leur style. Et donc des joueurs comme LeBron, Carmelo Anthony ou Kobe Bryant ont tous arboré des costumes taillés, ont été un petit peu plus longs. Ils ont associé à leurs costumes des accessoires sur mesure et des baskets rares ont également fait leur apparition sur les tenues des joueurs. En 2014, Adam Silver succède à David Stern et les règles s'assouplissent. Les joueurs, toujours en quête d'actualité, expérimentent avec les vêtements et c'est l'avènement de l'ère des tunnel fits. Les allées des stades, ou plutôt des arenas,
sont devenus des catwalks et les joueurs font désormais partie intégrante des front row au défilé de la Fashion Week. Et cette nouvelle ère de dandy a permis de faire évoluer les marques des joueurs, les marques des équipes et les marques de la ligue qui a imposé le dress code il y a 20 ans. Et en France, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais que le thème et l'exposition se concentrent notamment sur la mode masculine aux États-Unis. Oh, at least I think. Oh, est-ce que je suis en train de balancer des fake news? Maybe. I don't know. Mais ici, c'est la France. Et du coup, je ne pouvais pas ne pas parler du dandysme à la française et du dandysme noir à la française. La France n'a pas non plus été épargnée par la vague dandystes noirs, notamment dans les milieux intellectuels noirs parisiens. Je dis noir beaucoup, je dis beaucoup noir. D'après le documentaire Paris Noir, l'histoire capitale des artistes afro-descendants diffusée par Arte, meilleure chaîne du monde, je tiens à le préciser, l'histoire du Paris Noir est associée à la colonisation et à la politique d'assimilation française qui attire à partir des années 1920 des étudiants issus de l'empire colonial français. Sauf que bien évidemment, cette histoire d'assimilation ne se passe pas comme prévu pour le pouvoir colonial français. L'université de la Sorbonne devient l'antre de la pensée décoloniale et des intellectuels comme les sœurs Nardal vont contribuer à l'émergence d'une question noire bien avant la naissance de la négritude en 1936. Non, parce que carrément ça m'a fait bégayer parce qu'on aime bien dire que ouais, Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor, et je ne retire en rien tout ce qu'ils ont fait pour la cause noire. But they were not the first. They were not the first. Et je trouve qu'ils n'ont pas assez rendu hommage aux meufs qui ont fait le taf avant eux. They were not the first. C'est dans le salon de ces femmes oubliées de l'histoire que se retrouvent chaque dimanche les dandys d'Harlem comme Marcus Garvey, Alain Locke et bien sûr Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor ou encore René Maran, premier prix concours noir. Ce sont des femmes et des hommes tirés à 4 épingles qui, durant les années 30, ont combattu dans les rues de Paris le colonialisme français. Ainsi, ce n'était pas que leur apparence qui était une rébellion, mais aussi leur pensée. Il y a un homme dont j'ai envie de vous parler pour la simple et bonne raison qu'il a été important dans la pensée décoloniale, mais aussi parce qu'il est béninois et que je suis béninoise. And this is my video and I do what I want. Prince Marc Kojo Tovalu Wenu. J'ai prononcé ça avec un accent tellement français. I blame my parents for that. Prince Marc Kojo Tovalu Wenu, neveu du roi Béhanzin, dernier roi ayant fait face aux Français, était une figure éminente du nationalisme dahoméen, aujourd'hui béninois, et de la négritude. Il fonde également la Ligue universelle pour la défense de la race noire en 1924. Il y a une célèbre photo de Prince Marc Kojo Tovalu Wenu qui pose aux côtés de Marcus Garvey lors d'une convention à New York en 1924. Ça le montre vêtu d'un costume très clair, d'un chapeau et de souliers aux couleurs qui matchent avec le reste de sa tenue. Il est assis, les jambes croisées, regarde droit dans l'objectif, il est élégant dans sa rébellion et dans sa lutte contre le racisme et le colonialisme. Et quand on voit cette photo, pour moi, c'est l'exemplification, l'image du dandy intellectuel et noir. Un autre courant du dandysme prend également source dans la période de la colonisation et aussi dans la lutte contre la dictature. C'est la sapologie. Équilibre. Je ne pouvais pas faire une vidéo sur le dandysme et ne pas parler de la sapologie. Are you fucking insane? Like, genre, je ne vais pas parler de mes cousins congolais et de la sapologie. Have you lost your damn mind? Pardon? Pas de migraine là. Un bachelor ne souffre pas de ces conneries-là. C'est vrai? C'est pas possible. T'as jamais mal à la tête? Je suis bachelor, monsieur. Ok. L'obsession de la frime au Congo débute déjà au début des années 1920. Le premier sapeur serait André Grenard Matswa, un homme politique
congolais, un pionnier de l'indépendance et un fervent anticolonialiste. Après quelques années à Paris, il réussit à rentrer au Congo dans les années 1930, non sans difficulté, et il se fait remarquer pour son style vestimentaire gentleman. Il est d'ailleurs connu sous le nom de Grand Sapeur. La SAP, Société des Ambulanceurs et des Personnes Élégantes, est un mouvement, une religion presque née à l'époque coloniale. Les jeunes Congolais se sont alors approprié les vêtements des colons et les ont façonnés à l'image de leur culture. Au moment des indépendances, la SAP est devenue un symbole de résistance à la dictature. Quand Mobutu accède au pouvoir et impose sa dictature, il veut créer un nationalisme congolais autour d'un folklore bananier et souhaite un rejet des vêtements occidentaux pour se tourner vers les tissus traditionnels congolais. Et en réponse à ça, la jeunesse congolaise choisit de réinterpréter ces vêtements occidentaux, européens, et de les transformer en incorporant des couleurs vibrantes et des détails excentriques. Les sapeurs ont créé là donc un dandysme congolais. Et donc, tout comme les Afro-Américains, les Congolais se sont appropriés les symboles du pouvoir blanc, signe d'un statut social élevé et d'une certaine respectabilité, pour affirmer librement leur propre identité. Pour les sapeurs, le vêtement est une philosophie. Ce sont des règles telles que la trilogie des couleurs ou une hygiène vestimentaire irréprochable. C'est une attitude, une manière de parler, c'est une gestuelle particulière, c'est une performance en tout temps. La rue est un catwalk, ou plutôt la rue est un royaume, leur chapeau, leur couronne, le public, leur sujet. La SAP est un spectacle vivant. Avec la diaspora congolaise, la sapologie s'est exportée en France et en Belgique. Dans les villes européennes, c'est une manière d'empêcher l'autre de les ignorer. C'est revendiquer sa place en couleur de manière flamboyante, de manière éclatante. C'est une réappropriation d'un espace où ils existent selon leurs règles et plus celles du dominant. Il y a également quelques figures du dandysme noir contemporain dont j'avais envie de parler. Aujourd'hui, je pense notamment à Wisdom K. J'ai eu un trou. Wisdom K, qui est un influenceur sur TikTok et qui produit des vidéos absolument incroyables autour de tenues qu'il imagine et qu'il porte. J'adore absolument ce qu'il fait. J'espère qu'il a été invité au Met Gala et j'espère qu'on pourra le voir parce que je pense qu'il est la personnification aujourd'hui du dandysme noir. Et j'en pense aussi en France notamment à Samir Sabé, qui est un influenceur également et qui, pareil, produit des vidéos absolument incroyables sur TikTok. Si vous ne le suivez pas, je vous invite vivement à le faire. J'ai eu l'occasion de le rencontrer. That was totally random. Je l'ai rencontré à la première communion de ma cousine parce que sa mère et ma tante sont potes. Insane. That was actually insane. Il est absolument adorable. Lui et sa sœur sont absolument adorables. J'ai adoré leur parler et j'adore ce qu'il fait. Donc je vous invite vivement à le suivre et pour moi aussi c'est alors peut-être qu'il se considère pas comme un dandy, I don't know, mais pour moi il est la personnification du dandy. Il respire la mode, il respire le style. Et on sent qu'il exprime toute son identité avec ses vêtements. Et enfin, quelqu'un dont j'ai aussi envie de parler, mais beaucoup plus en détail aujourd'hui, c'est un autre compatriote, mon chouchou, mon crush forever, mon bébé, c'est Jules Koundé. Jules Koundé est un footballeur français qui évolue actuellement au poste du FC Barcelone. D'ailleurs, il s'est blessé récemment. I hope he's okay. J'espère que c'est pas trop grave. Soigne-toi bien, bébé. Ok, let's get serious. This is serious business. Il est connu pour ses talents sur le terrain, mais également pour sa vision vestimentaire. Santiago, jupe, pantalon pattes d'éléphant, couette structurée, Jules respire le style et la mode. En 2023, il a même été nommé l'homme le mieux habillé par le magazine Outlander.
Il défie sans cesse les codes masculins ultra rigides dans le monde du football. Ainsi, il représente l'expression moderne du dandysme à l'ère 2025. Chez Jules Koundé, la mode est une discipline. Il aime ça, il joue avec ça, et ça se voit. Il a également été interviewé par Vogue en novembre 2024 suite à son nouveau poste en tant qu'égérie de Jacques Mus. Il cite la mode comme un véhicule pour se découvrir et s'affirmer. Chacune de ses arrivées à Clairefontaine est attendue avec impatience par les fans et les photographes et ses détracteurs et agace durement est un mot faible, c'est certains experts footballistiques. Mais ça, c'est un cirque. Julien Clamart va y C'est revenir. un cirque monumental. Mais c'est incroyable d'accepter ça quand t'es Didier Deschamps. Quand tu sais comment lui il s'habille. Bon, Arrête. Jean-Louis. Mais il a pas de priorité que ça. Mais viens, on surveille. Ben oui. C'est un défi. C'est un défilé. Exactement. Mais exactement. Donc là- c'est le plus tu gros arrives. problème de l'équipe de France. C'est pas la façon Non, de jouer, c'est pas non, comment on mais forme c'est les un joueurs. Et donc Jules leur répond avec le tweet suivant. Mais enfin, messieurs, il ne faut pas vous emporter de la sorte pour si peu. Face à cette abondance de bienveillance, nous n'avons plus le choix. Le prochain rassemblement, c'est promis, on arrivera tous avec le survêtement, les crampons aux pieds, sans oublier la parka s'il pleut, monsieur Larquet. Et il tient parole. Au rassemblement des Bleus suivants, Jules Koundé sort du véhicule, bonnet sur la tête, grosses lunettes de soleil, sac Louis Vuitton et surtout vêtu d'une parka vintage aux couleurs de l'équipe de France portée lors de l'Euro 1992. En revisitant le thème et sa signification, il me semblait nécessaire de faire un état des lieux de l'industrie de la mode aujourd'hui. À travers son exposition, le Costume Institute souhaite rendre hommage aux dandys noirs et à leurs couturiers. C'est sur la promotion de ce thème que le Met va récupérer de l'argent. Because it's all about the money at the end of the day. Il me semble donc nécessaire de savoir si le Costume Institute va se complaire dans la performance. Au sortir de la pandémie et des manifestations suite à l'assassinat de George Floyd par un policier raciste, le monde semblait se tourner vers un changement radical. Nombre d'entreprises se sont engagées pour plus d'inclusion et de diversité au sein de leurs équipes, notamment au travers d'initiatives comme 50% Pledge, dont Vogue fait également partie. Cependant, 2025 et l'élection de Donald Trump a vu la fin précipitée des politiques diversité et inclusion dans nombre d'entreprises et l'évolution qui était déjà laborieuse s'est vue freinée. Selon une étude menée par Zippia en 2021, seulement 7,3% des designers sont afro-américains. En 2021, le New York Times a mené une enquête auprès de 64 marques afin de déterminer les réels efforts promis par l'industrie de la mode après les événements de 2020. À l'époque, Virgil Abloh était le seul homme noir à la tête d'une marque. C'était Off-White dont il était le fondateur. Il était également à la tête des collections hommes chez Louis Vuitton. À sa mort, il a été remplacé par Pharrell Williams et Ibrahim Kamara, designer sierra-léonais, après sa succession chez Off-White. Des 69 designers/directeurs artistiques qui composent les équipes des marques qui ont été interrogées par le journal américain, seuls 4 étaient noirs au moment de l'enquête. Virgil Abloh, qui dirigeait 2 marques, Olivier Rousteing chez Balmain, Ruchemi Butter, qui était co-designer chez Nina Ricci, et Kanye West. Au moment de l'enquête, Rihanna et LVMH venaient de terminer leur collaboration et elle était la seule femme noire à la tête d'une maison de luxe. Depuis, Ruchemi Butter n'est plus chez Nina Ricci et Kanye West est devenu un nazi. Les journalistes du New York Times ont également étudié à l'époque 9 magazines américains tels que Vogue, Harper's Bazaar et Elle. Sur ces magazines, seuls 2 étaient dirigés par des éditeurs-in-chief noirs. Donc, comment faire évoluer une industrie si les perspectives individuelles ne changent pas puisque ce sont toujours les mêmes personnes qui prennent les mêmes décisions? Enfin, un paradoxe peut être émis. En effet, à une époque où énormément de visibilité est donnée à la diversité, la communauté noire n'est toujours pas présente dans les pièces où les décisions sont prises et ne dispose pas de réel pouvoir. Et ce manque de réelle représentation s'illustre notamment au cours des diverses polémiques racistes qu'on a pu voir sur ces 10 dernières années,
En 2016, par exemple, pour sa collection printemps-été, Dolce & Gabbana vendait une paire de sandales intitulée The Slave's Sandals. Yep. En 2019, Gucci sortait un pull cagoule qui pouvait être relevé sur le menton et n'était pas sans rappeler les figures de blackface d'un temps qu'on ne regrette absolument pas. Et c'était à l'époque où ils venaient de débuter leur collaboration avec Dapper Dan. Lors de la Fashion Week new-yorkaise de 2016, Marc Jacobs était rappelé à l'ordre par la cour de l'opinion publique après avoir utilisé des dreadlocks comme look edgy et alternatif sur des mannequins blanches. And that's funny actually, parce que encore aujourd'hui, des mannequins noirs se retrouvent en backstage dans l'incapacité d'être correctement coiffés ou maquillés parce que les équipes qui sont en charge des défilés ne sont pas capables d'embaucher des coiffeurs et des maquilleurs sachant s'occuper de cheveux et de peau noire. Donc on a littéralement des mannequins qui sont obligés de se coiffer et de se maquiller toutes seules. En Big 2025. That is fucking insane. Like, I need some tea. Like, what the fuck? Insane. 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 Et donc, ce sont tout autant d'exemples, plus ou moins récents, hein, qui présentent les symptômes d'une industrie qui reste culturellement ignorante. Le Met Gala n'est pas un événement gratuit. Chaque designer paye son ticket d'entrée. En 2024, il était de l'ordre de 75 000 $ et la table était à 350 000 $. Il est fort probable que les prix aient augmenté cette année. Les grandes maisons comme Chanel, Gucci, Schiaparelli, Dior, whatever, ont absolument les capacités de payer ce type de montant. Mais qu'en est-il de plus petites maisons ou de designers indépendants qui sont historiquement marginalisés dans cette industrie? Est-ce qu'ils seront les invités de Vogue et n'auront pas à payer un ticket d'entrée? In this economy? And in that country? Très peu probable. Ainsi, comment vouloir prétendre donner une visibilité à ces designers marginalisés qui ont fait du mouvement dandiste, ce qu'il est aujourd'hui, quand ils n'ont même pas les moyens d'assister à une fête en leur honneur? That doesn't make sense. Il en va de même pour les stylistes et costume designers qui ont grandement contribué au mouvement dandisme, comme June Ambrose qui n'a pas été invitée au Met Gala. June Ambrose est une styliste, costume designer entre autres, américaine et qui est actuellement la directrice artistique de la ligne de basket chez Puma. June a fabriqué, construit, imaginé pour plus de 200 clips musicaux et elle a été la costume designer pour le film Belly de Hap Williams. Elle est connue dans le milieu pour avoir été la styliste d'éminents rappeurs et d'artistes R&B comme Jay-Z par exemple. Elle est notamment créditée pour être une des premières à habiller des artistes hip-hop en high fashion. Elle est responsable de costumes iconiques comme le bodysuit gonflable d'Missy Elliott dans son clip de Rain, Super Duper Fly, ou encore le caftan de Busta Rhymes dans le clip Put Your Hands Where My Eyes Could See. En encourageant les rappeurs à porter des pièces aux couleurs vives, elle a ainsi introduit ce qu'on appelle la Shiny Suit Era durant la fin des années 90 et jusqu'au début des années 2000. Et cette période coïncide non accidentellement avec l'élévation du hip-hop sur la scène mainstream. Sans June Ambrose, nous n'aurions jamais eu ces clips absolument iconiques qui constituent le Hall of Fame de la culture hip-hop. Do you know how important that woman is? And she's not invited? Il est également difficile pour les designers noirs de sortir de ce disclaimer, de ce black disclaimer. Quand un artiste, designer, styliste est non blanc, sa couleur de peau est tout ce qu'il est. C'est un black designer, c'est un black artist, c'est un black model. Et selon Ali Richmond, dans le cadre de l'interview avec Complex Please Explain, c'est comme si on en attendait moins, c'est comme si le standard était baissé.
Et la comparaison peut être faite avec les films afro-américains, les black movies. Généralement, en tant que spectateur, les attentes sont beaucoup moindres que si on allait voir un blockbuster hollywoodien produit par Warner Bros. Ou Paramount ou la MGM. Et c'est pour ça que des films comme Sinners et les performances absolument exceptionnelles de ce film sont hyper importantes. Tout au long de cette analyse, on a vu que être un dandy noir, c'est une manière de contrôler le discours et de se rebeller contre les stéréotypes associés à sa couleur de peau, à sa communauté, à sa personne. Mais que se passe-t-il quand les Noirs eux-mêmes se nourrissent de ces stéréotypes? André Harrell, ancien CEO de Motown Records et fondateur d'Uptown Records, a inventé le terme Ghetto Fabulous ou encore Champagne Rap pour définir cette attitude flamboyante et ostentatoire qui serait raffinée mais toujours ancrée dans la culture hip-hop et donc dans la culture noire. Et June Ambrose, qui a travaillé avec André Harrell, explique qu'elle n'a pas pris ce terme Ghetto Fabulous dans le bon sens du terme, parce que pour elle, ça signifiait que peu importe les efforts qu'elle mettait pour se présenter différemment, elle était toujours ramenée à son origine socio-économique. Et c'est tout l'inverse de ce que un dandy souhaite. Elle s'habillait pour changer la perception du monde sur elle, pour évoluer au-delà des stéréotypes, mais en fait, ce n'était jamais suffisant. Ce que j'attends du Met Gala. Il faut noter que le dress code est différent du thème. Mais j'attends quand même que cette édition du Met Gala raconte une histoire, que ça soit dans le décor, que ça soit dans le tapis rouge. L'histoire doit se raconter partout et de manière explicite. Le thème de cette année, le gala de cette année est éminemment politique. Il ne peut pas être passivement politique. Il est politique ou il ne l'est pas. Donc tout doit être explicite, surtout dans la situation, dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui. D'autant plus que les 4 co-chairs sont 4 hommes noirs. A$AP Rocky, Colman Domingo, Pharrell Williams, Lewis Hamilton. Donc je serai absolument intransigeante, surtout avec des gens comme Lewis Hamilton et Colman Domingo. C'est les deux desquels j'attends le plus because they are my pro-black figures and I have so much hope in them. Concernant le dress code c'est tailored for you. Et comme je l'ai dit en introduction, je pense que le dress code a été établi comme ça pour rester dans le politiquement correct. Mais il est inconcevable pour moi que les tenues imaginées par les designers ne rendent pas hommage au travail et à la discipline sartoriale de ces designers qui ont été invisibilisés dans l'industrie de la mode et jusqu'à aujourd'hui. Le thème est large tout en étant restrictif. Moi, ma plus grande crainte, c'est d'avoir des costumes simples, noirs, et qui auront pour unique particularité d'être bien taillés. And that's boring. Les hommes font ça tous les ans en fait. Tous les ans que les hommes font ça, on baille en fait. Et il y a bien trop de références passées et présentes d'un dandysme excentrique et flamboyant pour avoir des tenues boring sur le tapis rouge. C'est absolument hors de question. Dans un monde où on a des personnalités comme Grace Jones, Janelle Monáe, ou encore A Pimp Named Slimback. Et si vous regardez The Boondocks, ok, regardez The Boondocks. Quand on a aussi des personnalités, elle est un peu moins connue, mais Stéphanie Sinclair, qui était une gangster, qui a vécu dans les années 20 à Harlem et qui était appelée Queenie. Je vous mettrai peut-être des liens. Il y a un roman graphique qui est sorti sur elle et Raphaël Confiant a notamment écrit un livre sur elle aussi qui est absolument excellent. Quand on a des personnages comme Dapper Dan, des personnes comme Dapper Dan, comme Billy Porter, comme André Leon Talley, comme André 3000, comme Billie Holiday, comme Malcolm X, comme Frédéric Douglass, comme W.B. Du Bois. J'allais citer quelqu'un, but no, we're not going to. On va pas le citer. Les designers
Et les gens qui vont assister à ce Met se doivent au moins de tenter d'atteindre leur standard. C'est le minimum. Après, bien évidemment, je m'attends à voir des éléments classiques du dandysme. Costume 3 pièces, chaîne, canne. Je veux voir des cannes. Je veux voir des cannes et des belles cannes. Oui, je veux voir des cannes et l'indispensable chapeau. Parce que est-ce qu'on peut être un dandy et avoir le crâne à l'air? Je ne crois pas. Ce que j'attends d'un dress code comme celui-ci, c'est de l'excentricité. Le dandy n'est pas ennuyé par nature. Il questionne, il se rebelle, il redéfinit, il se réapproprie ce qui est classique. Le dandy doit être vu, il refuse d'être ignoré, il veut être remarqué, il est bruyant, il est voyant. Donc, je veux de l'excentricité. That's mandatory. I don't know why I'm so... I need to chill. Il faut que j'apaise mon cœur. Et surtout, je veux de la culture noire. Je veux de la culture africaine. Je veux voir des pimps, je veux de la couleur, je veux du vert néon, du violet, du bleu électrique. Je veux de la lavande. Au niveau des looks, je veux des coupes originales, futuristiques, show-stopping, never seen before, qui défient les genres et les époques. I want fabulous. Comme une grande philosophe le dirait. Je vais particulièrement être attentive à des maisons comme Yves Saint Laurent, des maisons comme Gucci, comme Chanel, comme Thom Browne, comme Loewe, comme Schiaparelli. C'est des maisons sur lesquelles je vais être absolument intransigeante. Parce que ce sont des maisons où, historiquement, sont capables de produire des pièces dignes de dandy. Beaucoup d'essayistes mode liés à la situation économique, à la raréfication des bijoux flamboyants ou des tenues éclatantes sur les tapis rouges. Et c'est également le cas en dehors. Il n'y a rien qu'à voir le rebranding de Pretty Little Thing récemment. Les riches sont moins dans l'opulence, et encore c'est relatif parce que il n'y a pas très longtemps, il y a des meufs là, elles sont allées dans l'espace. I'm like, we don't have food. Il y a la guerre partout, on n'a pas à manger, on n'arrive pas à payer nos loyers et vous dépensez je sais pas combien de millions de dollars pour aller dans l'espace et redescendre au bout de 10 minutes. Il n'y a plus de couche d'ozone en fait. La crise climatique, genre ça vous dit un truc? Like use your fucking brain. Use your fucking brain. Like, comment tu peux être autant déconnecté de la réalité? Let's eat the rich. Et donc, mon point, c'était que les riches sont relativement moins dans l'opulence et la démonstration. Et ce qui peut expliquer notamment le rise du quiet luxury. Et là, il faut que ça soit tout l'inverse. Il faut que ce soit bruyant et vibrant et insolent et éclatant et voyant. Ainsi, il me semble également nécessaire d'avoir des éléments historiquement stéréotypés comme n'étant pas élégants, comme étant ghetto. Et je pense notamment à l'incorporation d'éléments purement hip-hop, purement noirs, comme les grills avec un costume 3 pièces et un chapeau et une canne. Je veux d'énormes bagues. Je veux des grosses chaînes avec plein de diamants et pas de blood diamond. On veut de l'opulence, mais de l'opulence éco-responsable. Éthique, that's the word I'm looking for. Je veux des grosses lunettes de soleil. Et pas simplement des lunettes noires, je veux des designs futuristiques. Je veux voir des coupes intéressantes, pas juste des cheveux lâchés ou des queues de cheval là, comme on a pu voir sur les derniers Met Gala, genre like, for real. Je veux que ça brille. Et que ça soit dandy. En conclusion, le thème de l'exposition s'appuie sur une histoire culturelle, sociale et politique qui a été autant riche que turbulente. C'est un Met qui doit pousser l'industrie à regarder son histoire en face et doit être l'occasion de réparer, ou en tout cas de débuter une réparation des oublis du passé.
L'entreprise est déjà, à mon avis, mal amorcée, déjà avec l'oubli de l'invitation, ou plutôt la non-invitation de June Ambrose, et le fait qu'aucune femme noire ne fasse partie des co-chairs. Parce que même si l'exposition est une concentration sur la mode masculine, les femmes, en fait, ont quand même contribué au mouvement du dandisme et à la mode masculine. So where are they? Le monde de la mode reste un monde blanc et d'entre-soi, et le Met Gala reste un événement où les célébrités cherchent à se montrer. Donc je reste quand même ultra sceptique à l'idée qu'une majorité d'entre eux mettent vraiment en avant le lien entre le dress code et le côté politique de l'exposition. Mais ça reste à voir. On verra ça demain. Déjà, pour commencer, dans la précédente partie, j'avais dit que le thème étant éminemment politique, il faut absolument que le décor soit explicitement politique aussi et qu'il raconte cette histoire du dandysme noir. Et là, Paris a moitié réussi parce que j'ai beaucoup aimé le tapis bleu, bleu roi un peu, avec des fleurs. Je crois que les fleurs, c'est des dandys. Je sais plus le nom, mais en fait, dans le nom, il y a dandy, dans le nom des fleurs. Et sur le long des allées du tapis, pareil, il y avait ces fleurs-là qui rappelaient les fleurs du tapis. Ça, j'ai beaucoup aimé. Et puis ce bleu, en fait, qui faisait très régalien, puisque Black is King, of course. Donc, j'ai beaucoup aimé ce bleu. Par contre, ils ont remis ce même... c'est pas exactement le même bleu, c'est un bleu qui est un peu plus clair, mais dans le background, avec les mêmes fleurs. Et en fait, je trouve que ça faisait trop. Ça faisait beaucoup trop d'avoir et le bleu du tapis avec le bleu de tapis fleuri au sol et les murs, enfin le background qui était aussi en bleu tapis. Ça faisait trop. Ça faisait beaucoup trop et je trouve ça dommage. Les looks de la soirée que j'ai bien aimé mais dans lesquels je vais pas forcément rentrer en détail. J'ai beaucoup aimé le look de Lupita Nyong'o. J'ai beaucoup aimé le look de André 3000. Alors quand je l'ai vu arriver avec le piano accroché au dos, j'aime trop cet homme. Franchement, j'ai adoré. J'ai beaucoup aimé le look aussi de Shah Rukh Khan, surtout avec son gros collier K et sa canne. Franchement, j'ai beaucoup aimé son look, même si c'était un all black. J'ai beaucoup aimé le look de Jennie aussi. J'ai beaucoup aimé le look de Demi Moore. Elle était habillée en cravate. C'est absolument incroyable. Franchement, un de mes looks préférés de la soirée. J'ai beaucoup aimé aussi le look de Coco Jones. Ça m'a fait super plaisir de la voir. Je pensais pas la voir là, au Met Gala. Donc ça me fait super plaisir qu'elle soit là. Et franchement, son look était absolument incroyable. J'ai beaucoup aimé aussi Kiss Powers. J'ai beaucoup aimé son look, même si je trouvais qu'il manquait un petit peu. Alors je sais pas si c'était au niveau de la veste, soit c'était trop court, soit je sais pas. Je trouve qu'il manquait un truc, mais j'ai beaucoup aimé le concept. En détail, les looks de la soirée que j'ai beaucoup aimé. En tout premier, le look que j'ai absolument adoré et pour moi c'était un infini sur 20, c'est Tiana Taylor. Tiana Taylor, c'est exactement ce que j'attendais du Met Gala, c'est exactement ce que j'attendais des tenues. Il y avait la canne, il y avait, au global, il y avait l'excentricité, il y avait la couleur, parce que j'ai vu beaucoup de black and white sur le tapis rouge, et bon, c'est élégant le noir, c'est élégant le blanc, mais c'est safe, c'est trop safe. Moi, j'ai besoin de tenues risquées. Et là, elle a fait le taf. Elle a clairement fait le taf. Le chapeau avec la plume, il y avait un dourag en dessous. La cape avec les épaules exagérées qui rappellent un peu les zootsuits. Et puis en fait, elle porte un zootsuit en fait. Son pantalon, il est large et après, il est bien serré aux chevilles. Le costume, c'est absolument incroyable. Les rayures rouges qui rappellent le rouge de sa cape et de ses chaussures et de son chapeau et de ses... Bref, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire. Il y en a qui ont dit qu'elle était un petit peu trop dans le thème et qu'il y avait un petit peu trop de choses. Je peux comprendre cet argument-là, mais pour moi, en fait, c'était parfait. C'était parfait, c'est tout ce que je voulais. Je sais que c'est elle qui a designé sa tenue avec Ruth E. Carter qui est une costume designeuse qui a travaillé notamment sur Black Panther et Sinners, le dernier film de Ryan Coogler, j'espère que vous l'avez vu. Ma note, c'est infini sur 20. Best Dressed of the Night, personne ne la touche. Joey King, c'était clairement un hommage à la sapologie et c'est absolument bien fait. Le concept est parfait et l'exécution est parfaite. D'accord. Pour moi, c'est un 20 sur 20. Je sais pas si c'est des sortes de miroirs. Attendez, je zoome.
mais j'ai l'impression que c'est des sortes de miroirs qui ont été cousus sur le pantalon et sur la veste. C'est absolument parfait, c'est hyper bien taillé, c'est hyper bien accessoirisé. Et moi, j'adore les pantalons évasés qui recouvrent la chaussure comme ça. Je trouve ça trop joli, je trouve ça magnifique. Le vert est absolument magnifique. Et puis la ceinture aussi qui rajoute aussi un peu de couleur dans ce vert. Et elle est simple, efficace, enfin ça fonctionne. Et parfois, le match des patterns peut faire que ça clash et que ça fonctionne pas. Et là, ça fonctionne en fait. Le foulard jaune avec le motif et superposé à la chemise à carreaux, ça fonctionne. Franchement, ça fonctionne. Après, elle a une sorte de col. C'est pas nécessairement le même jaune que sa cravate slash foulard, mais ça fonctionne. Écoutez, moi ça fonctionne, moi ça me va. Peut-être que je suis un peu trop greedy, mais avec un chapeau en plus, ça aurait été le clou du spectacle. Mais ça reste quand même un 20 sur 20. Zendaya. Zendaya, ceux qui me connaissent savent que c'est ma go, d'accord? À la muerte. C'est la princesse du Met Gala, d'accord? Personne ne la touche. Mais j'ai adoré le look, ok? Le look est parfait, elle est dans le thème. Il n'y a rien à dire, c'est parfaitement taillé. Pareil, j'adore les pantalons évasés qui recouvrent la chaussure. Il n'y a rien à dire, ok? Néanmoins, vu ce qu'elle nous a proposé les années d'avant, j'étais un petit peu déçue. J'ai trouvé que c'était trop safe. J'étais un petit peu déçue par rapport à ses tenues des années d'avant. Enfin, elle nous a proposé du Jeanne d'Arc, même la tenue de l'année dernière. Elle nous a proposé 2 looks l'année dernière. Mais je crois qu'elle était co-chair, il me semble aussi. Donc, il y avait aussi un enjeu supplémentaire. Mais je sais pas, là, je trouve qu'elle l'a joué safe. Après, le look est parfait, il n'y a rien à dire. Mais je le trouve trop simple, en fait. Je trouve le look trop simple, mais le glam était parfait, le make-up était parfait, et puis Zendaya s'est posée pour mettre en valeur des vêtements. Vraiment, les mannequins de l'industrie ont vraiment de la chance qu'elle n'ait pas décidé de devenir mannequin, parce qu'elle aurait pris le taf d'absolument tout le monde, parce qu'elle s'est posée pour mettre en avant un vêtement. Et donc du coup, pour moi, c'est un 17 sur 20. Tracy Ellis Ross. Écoutez, Tracy Ellis Ross, moi j'ai beaucoup aimé parce que c'est une des rares qui est sortie du noir et blanc. En tout cas, moi de ce que j'ai vu, she said, I'm going to give you drama, I'm going to give you extravaganza, I'm going to give you color, I'm going to give you everything. Non seulement elle est dans le thème, et en plus elle m'a donné tout ce que je voulais. Écoutez, moi, je sais pas quoi vous dire, ça fonctionne, c'est parfait. Le chapeau, il est absolument parfait, bonne largeur, bonne couleur, ça se complète bien avec le reste du look. Sa petite veste, est-ce qu'on peut appeler ça un boléro peut-être? Mais sa petite veste, c'est parfait, je sais pas quoi vous dire en fait, c'est parfait. J'adore son immense nœud papillon dans le dos. C'est parfait et en fait j'en attendais pas moins de Tracy Ellis Ross. C'est quelqu'un qui sait utiliser la couleur, qui a pas peur de mettre de la couleur et qui arrive à être élégant en couleur. Et pour moi le dandysme c'est ça aussi. C'est savoir être élégant en couleur. Pour le make-up, j'avoue que peut-être pour le rouge à lèvres, j'aurais mis un rouge à lèvres un petit peu plus discret. Peut-être un nude, parce que les yeux sont déjà hyper dramatiques, je crois. Je vois des faux cils. Donc ouais, j'aurais pris quelque chose un peu plus discret au niveau des lèvres, mais ça fonctionne. Donc pour moi, Tracy Ellis Ross, c'est un 20 sur 20. Lauryn Hill, sa tenue est absolument magnifique. Le hyper bien taillé, le costume... le glam aussi, c'est parfait, j'ai rien à dire, c'est hyper bien accessoirisé. Bon, j'ai pas trop compris le sac, mais ok. Peut-être à la place du sac une canne, je sais pas. Elle tient quelque chose dans son autre main, je sais pas trop ce que c'est. Mais écoutez, moi c'est parfait, j'adore et ça fait très West Half, je trouve. Je sais pas trop ce que c'est, mais sa cape qui monte comme ça, un peu en sorte de... It's giving, c'est régalien en fait, moi j'adore. Surtout sur un thème, sur celui-là. Moi j'adore, et puis c'est Lauryn Hill quoi. Et je ne sais pas qui l'a habillé, mais c'est absolument parfait. Et puis le parapluie, la petite ombrelle là au-dessus, ouais, c'est parfait. Écoutez, moi ça me va. C'est un 20 sur 20. Quoique non, c'est un 18. C'est un 18 parce que j'ai pas compris avec le sac. Donc it's serious business, ok? Et donc je me suis un peu relâchée, pardon. C'est un 18. Damson Idris, ok. Damson Idris, I was scared. Parce que moi, j'ai vu le tapis rouge en live, ok? Je suis restée debout jusqu'à 2h30, 3h du matin. J'ai vu le tapis rouge en live. Damson Idris,
I was really scared parce que du coup, il est arrivé sur le tapis rouge. Donc moi, j'ai pas vu son arrivée au Met. Parce qu'il faut savoir que Damson Idris, en fait, là, il a joué dans un film qui va sortir au mois de juin et qui s'appelle F1, donc Formule 1. Du coup, il est arrivé au Met dans une voiture de Formule 1. Ce que je trouve absolument incroyable et on n'a pas beaucoup parlé. Et j'ai pas compris, mais je trouve ça absolument incroyable. Et en fait, il est arrivé sur le tapis rouge dans sa combinaison de Formule 1 avec son casque sur la tête. Et il posait comme ça devant les photographes. Et franchement, j'ai eu peur. J'étais en mode, mais déjà là, c'est qui? Et ensuite, genre, la personne, là, elle nous fait quoi? What is happening? Et ensuite, il y a 2 Z qui sont arrivés, qui ont arraché la combinaison. Et j'ai vu le costume and I was like, oh my god. Oh my god. I love this man. He's so fine. I'm sorry. Like, I'm sorry. It's his. Oh my god. Oh my god. And like, I felt like my was crying. She was really emotional. Like, oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Et qu'est-ce qu'il est beau en plus. Waouh. Waouh. Là, je regarde sa photo là en fait. Waouh. Okay, this is serious business. Let me compose myself. I'm trying. I'm finding it. Okay. He's so fine. He's so fine. Moi, Damson Idris, ça fonctionne. Donc, c'est Tommy Hilfiger qui est aussi le costume designer pour donc, le film dans lequel il joue. Écoutez, moi ça fonctionne, hein, Damson Idris, c'est un 20 sur 20. J'adore la veste et le fait que la manche, il y a une de ces manches où en fait c'est à carreaux. J'aime beaucoup la petite chaînette là au niveau du col et de la poche. C'est hyper bien accessoirisé, j'aime beaucoup le col de la chemise. Et en fait qui se marie très bien avec la coupe de son veston en dessous de sa veste. Et qui permet, en fait, c'est un col qu'on voit rarement sur les hommes. Et franchement, là, les hommes, cette année, au Met Gala, ils ont fait le taf. Parce que d'habitude, on baille et on se rince bien l'œil. Franchement, que des pans. Surtout Damson Idris, au-delà d'être un pan, c'est une brioche. Franchement, le col, il est hyper bien coupé, hyper bien fait. Et ce qui permet, en fait, de dégager un peu son cou, tout en restant élégant. Et il a pu, du coup, caler un collier. Et c'est assez rare de voir des colliers sur les hommes, d'ailleurs. C'est assez rare de voir des accessoires, en général, sur les hommes. Et je trouve ça super bien fait. Le pantalon, moi j'adore, comme j'arrête pas de le répéter, je crois que c'est la 4e fois que je le répète, j'adore les pantalons évasés, que ça soit sur les femmes ou sur les hommes, moi j'adore la couleur. Et puis après, ouais, le casque en accessoire aussi, moi j'ai adoré, il est super joli, super bien fait le casque, pailleté et tout, aux couleurs de Tommy Hilfiger. Franchement, j'ai rien à dire. Rien à dire, c'est un 20 sur 20. Kaby Lamé. Et j'ai absolument adoré sa tenue. Donc en fait, je sais pas s'il a mis son trench à moitié ou si c'est le trench qui est comme ça. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Il était habillé par Boss. Moi, j'ai adoré la tenue. C'est hyper bien taillé. J'ai trouvé ça stylé, les montres de poche accrochées sur son veston. Parce qu'en fait, il est habillé assez simplement finalement. Et le fait d'avoir ajouté ces montres-là, ça rajoute un peu d'originalité et d'excentricité à sa tenue. En plus de cette moitié de trench-là qu'il porte. Non, écoutez, moi, ça fonctionne. Et puis le chapeau, quoi, c'est parfait. C'est parfait, c'est un 20 sur 20, c'est parfait, c'est bien taillé. Moi, j'adore la chemise aussi. Ouais, écoutez, c'est parfait. C'est dommage qu'on voit pas plus un peu la cravate. Après, je pense que la caméra aussi et les flashs font qu'au niveau de la chemise, en fait, la cravate, elle est éblouie par la lumière, donc elle ressort pas bien sur les photos. Mais non, pour moi, c'est un 20 sur 20. Laura Harrier. Au Harrier, je l'ai vue en fait sur le tapis rouge en train de taper ses poses un petit peu féeriques et tout, etc. Je me dis, ok, you want to give us drama. Elle est dans ma liste des tenues que j'aime bien. Mais en fait, là, en regardant la photo, ok, moi j'aime beaucoup le pantalon. J'aime beaucoup la coupe du pantalon. Encore une fois, j'aime beaucoup les pantalons évasés, même moi j'en porte tout le temps. Et j'adore que ça soit exagérément évasé au niveau des ourlets. J'adore. Le pantalon est absolument magnifique. J'adore la matière, c'est léger, ça flotte. J'adore le mouvement du pantalon. Aucun problème. J'adore aussi le top. Le veston qui a un effet un peu corsé, je crois qu'il a été corseté au niveau de... Ouais, il est un peu corseté, il est un peu déstructuré.
Écoutez, moi j'adore les manches, pareil, dramatiques, it's giving drama, it's giving extravagance. J'adore. Zach Posen a fait le taf. Il n'y a rien à dire. Je pense que le travail de Zach Posen n'a pas été assez mis en valeur par le glam. Elle est hyper bien maquillée, il n'y a rien à dire. Par contre, les cheveux, pourquoi il n'y a pas eu d'updo? En fait, elle les a juste lâchés, ça part un peu en ondulé. Pourquoi il n'y a pas de chapeau? Pourquoi il n'y a pas de canne? Et du coup, en fait, la tenue, c'est la tenue qui la porte, c'est pas elle qui porte la tenue. Et je trouve ça dommage. Et donc ça fait vraiment... du coup, mon designer, il a fait une tenue et je la porte et je vous la montre. Même dans la pose, en fait. Elle met pas parce que le look est magnifique, mais elle le met pas en valeur. Et je trouve ça dommage. Et ça manque de chapeau. Il manque un chapeau aussi dramatique que les manches et que le pantalon. Il me manque une canne. Et ça aurait rajouté un truc... Oh mon dieu, mais ça aurait été incroyable. Ouais, il manque un chapeau, il manque une canne. Au niveau des cheveux, j'aurais préféré un updo, une coupe haute. Et je trouve ça dommage parce que franchement, le look est absolument magnifique. Donc pour moi, c'est un 15 sur 20. Coleman Domingo. Moi, mon problème avec Coleman Domingo, I love him. I love him. J'ai adoré son premier look. Donc son premier look, il a cette espèce de cape. Et ça, je sais pas, c'est des épaulettes. Il est très régalien. Il est royal. D'accord? Je sais pas si régalant, enfin moi depuis tout à l'heure je dis régalant, mais en fait non, il est royal. Et dans son interview avec Tiana Taylor sur le tapis rouge, il disait qu'il avait été inspiré par les morts. Les morts MAURES. Hein. Et j'aime beaucoup en fait l'inspiration derrière ça. Et aussi, il disait aussi que c'était aussi un hommage à André Léon Talley. J'ai beaucoup entendu le nom d'André Léon Talley, mais j'ai pas vu beaucoup d'hommages à André Léon Talley dans les looks, dans les costumes. Donc j'étais un peu étonnée. Même beaucoup étonnée parce que genre c'est la définition du dandisme et pour moi le thème en fait avait été aussi pensé en son hommage, donc j'étais un peu étonnée et donc ça m'a fait plaisir de voir que Coleman avait aussi pensé à lui dans son premier look et moi j'ai adoré le bleu. Je me demande si c'est pas lui aussi qui est derrière le fait que le tapis rouge soit bleu. Mais ouais, j'adore la couleur, j'adore cette nuance de bleu, j'adore aussi ses épaulettes, c'est simple, c'est efficace, ça fonctionne. Après, peut-être qu'il se fait un peu absorber par la cape, parce qu'elle est quand même assez large. Mais écoutez, moi j'aime bien, ça fonctionne et c'est un bon 15 sur 20. Par contre, j'ai beaucoup moins aimé son deuxième look. Donc son deuxième look, qui m'a dérangée... En fait, Coleman, franchement, pour moi, c'est un des hommes qui s'habille le mieux dans cette industrie. Et peut-être que je suis un peu plus exigeante. Mais là, vraiment, le deuxième look, j'ai pas aimé. En fait, le truc, la veste à carreaux, elle est texturée. Sa chemise aussi, le col, on a l'impression qu'il est texturé, genre quand on zoome. On a l'impression que c'est texturé, que c'est en relief. Et puis après, moi aussi, j'aime pas les pois. Il faut savoir un truc, j'aime pas les pois et j'aime pas les motifs à fleurs. Mais qu'est-ce qui se passe là ? La veste, en fait, elle est texturée, elle est à carreaux. Le foulard, il est noir, il est à pois. Après, il y a encore une grosse fleur où il y a encore des pois. En fait, c'est trop. Pour moi, c'est trop. Et après, le pantalon, il est juste gris. Il se passe trop de choses, en fait. Je sais pas. En fait, moi, ce mix des motifs, là, pour le coup, ça marche pas pour moi, en tout cas. Et je trouve ça dommage, en fait. J'arrive pas à comprendre le concept et du coup, j'arrive pas à comprendre l'exécution non plus. Et là, pour moi, c'est un 11 sur 20. Lewis Hamilton, j'ai rien à dire. C'est un 20 sur 20. Moi, Savannah James, elle a tué le game, en fait. Une des best dressed de cette soirée. J'adore la veste, les manches dramatiques et le corset. Et j'adore aussi le fait que ça parte en péplum. Ça aurait pu faire trop, mais en fait, pour moi, c'est parfait. Le seul truc qui me dérange sur ce look-là, en fait, c'est que au niveau de la jupe sirène, donc il y a plein de fils un peu qui partent. Donc on a l'impression que c'est genre pas fini, genre qu'ils n'ont pas coupé les fils quand ils ont fini de coudre la jupe.
Donc je trouve ça un peu dommage parce que tout le haut en fait du corps c'est hyper clean, c'est carré, y a rien qui dépasse. Et après en bas on a l'impression que c'est pas fini, enfin pas que c'est pas fini mais qu'on n'a pas fini de couper les coutures. Donc je trouve ça un peu dommage. Mais sinon j'adore, c'est hyper bien accessoirisé. J'adore la texture et le volume de la jupe en bas, donc après que ça parte à la fin de la queue de sirène. Moi j'adore. J'ai rien à dire, c'est un 18 sur 20 parce que vraiment, ça aurait pu être un 20, mais les coutures là qui sont pas finies, ouais. Un autre look que j'ai beaucoup aimé, donc c'est Janelle Monáe, habillée par Thom Browne. Mais Janelle Monáe, en fait, j'en attendais pas moins. Parce que c'est son thème, en fait. C'est son look depuis le début de sa carrière. Donc je n'en attendais absolument pas moins. Moi, j'adore. Elle a toujours été excentrique, toujours été dans ça. Moi, ça fonctionne. Hein, c'est un 20 sur 20, il n'y a rien à dire. Le chapeau melon avec le monocle, c'est absolument génial. Et puis là, le manteau avec les épaules exagérées, enfin, propre au dandysme. C'est absolument parfait, c'est excentrique, c'est dramatique, moi j'adore, j'ai rien d'autre à dire. C'est 20 sur 20. Un dernier look, moi, que j'ai beaucoup aimé, c'est Josie Turner-Smith. J'adore It's Giving, vous savez, le méchant dans la princesse et la grenouille. It's Giving That. Mais moi j'adore, hein. C'est camp, franchement, si elle avait porté ça l'année où le thème c'était camp, elle aurait tué ça. Mais elle est dans le thème. Pour moi, elle est dans le thème. C'est hyper bien. Ça manque peut-être d'un collier. Mais c'est pas gênant. C'est pas gênant. Il lui manque peut-être une canne. Mais je pense que ça aurait pas été pratique avec la traîne et surtout qu'il y a un peu de volume au niveau des hanches. Mais moi, j'adore. Hein. On dirait que c'est une chasseuse de tête ou un truc comme ça. Une tueuse à gages des années 1920. Moi, j'adore. C'est glamour, c'est dandy, c'est parfait. Le chapeau, là, c'est absolument parfait. J'ai rien à dire. Moi, j'adore la couleur. Comme j'arrête pas de le répéter, quand ça sort du noir et du blanc, moi, je suis fan. J'adore les chaussures, j'adore la matière. J'ai rien à dire. Franchement, j'ai rien à dire. It's giving black dandy and that's it. Et c'est un 20 sur 20. Les tenues que j'ai moins aimées. Commençons par Angèle. Angèle, j'ai pas compris. Angèle, j'ai pas compris. J'ai pas compris la veste en cuir. J'ai pas compris les chaussures. J'ai pas compris la robe. J'ai pas compris les accessoires. J'ai pas compris. J'ai pas compris et je me répète, mais j'ai pas compris. En fait, elle est pas dans le thème, déjà pour commencer. Elle est pas dans le thème et en fait, je pense que c'est pas des bonnes chaussures. Je pense que c'est pas le bon collant. Et je pense que si à la place de la veste, c'était genre un long manteau qui traînait un peu, genre même noir, hein, avec une canne et un chapeau, je pense que déjà, on aurait quelque chose qui est plus dans le thème et qui relève plus du dandy. Et là, j'ai pas compris. Et ça m'étonne parce que Chanel, ils ont habillé Jenny, et Jenny, elle est absolument dans le thème, et moi, j'ai adoré sa tenue. Donc du coup, j'ai pas compris, en fait, pourquoi dans la même maison, une est dans le thème et pas l'autre. Donc je sais pas si c'est le styliste qui a choisi cette tenue-là. Je sais pas en fait comment ça s'est déroulé, la création de ce look-là, mais j'ai pas compris. Et franchement, j'aime pas. J'aime pas. J'aurais pu aimer le corset. Je sais pas si c'est une robe ou si c'est un corset et une jupe. Enfin, un bustier et une jupe. Mais vraiment, je n'ai pas compris. J'ai pas compris et pour moi, c'est un 9 sur 20. Alors, Lisa. Donc, depuis 48 heures, puisque là, ça fait 2 jours que le Met Gala est passé, ok. Depuis 48 heures, Lisa, en fait, elle est en train de se faire ramasser sur les réseaux sociaux et a raison, en fait. Pourquoi tu as Rosa Parks de broder sur ta culotte? On est où, là? Et ça s'est stylisé par Pharrell Williams. Pourquoi tu as Rosa Parks de broder sur ta culotte? Qui s'est dit que c'était une bonne idée de faire ça? Mais là, franchement, c'est chaud, sachant qu'en plus, là, les Blackpink, elles sont déjà dans la sauce parce qu'il y a des vidéos des filles en train de chanter le N-word face caméra. Il n'y a pas eu d'excuses publiques, il n'y a rien eu. Et là, en plus, t'arrives à un Met Gala où, donc, une édition hyper politique où le thème c'est le Black Dandy et t'as Rosa Parks de broder sur ta culotte. Mago, en fait, je sais pas.
Là, franchement, je sais pas. Et en vrai, ça va, il y a Pharrell aussi, parce que à quel moment tu t'es dit c'était une bonne idée de faire un truc pareil? Là, franchement, let's hold people accountable. Et là, franchement, c'est pas carré. Franchement, c'est pas carré du tout. Et en plus, elle est pas dans le thème. Enfin, tu vois, si encore elle était dans le thème. Là, non seulement elle est pas dans le thème, et en plus, là, c'est n'importe quoi. Et j'ai pas compris pourquoi chez Louis Vuitton, les meufs n'avaient pas de pantalon. Sabrina Carpenter, pareil, elle a pas de pantalon. Et pareil, Sabrina Carpenter, non seulement elle est pas dans le thème, mais j'ai pas compris. C'est pas dans le thème, c'est un truc qu'elle aurait pu porter pendant une tournée en fait. J'ai vu un peu ses tenues de scène, et j'adore d'ailleurs ses tenues de scène là sur sa dernière tournée. Mais ça, c'est une tenue de tournée en fait, c'est pas une tenue de Met Gala. Et j'aime pas les chaussures. J'aime pas les chaussures du tout. Et je sais qu'elle adore ce type de chaussures avec des grosses plateformes et des hauts talons. Et c'est joli d'habitude, mais là en fait, je trouve que les grosses plateformes et les hauts talons, ça va pas sur une forme d'escarpin. Sur des bottines, c'est hyper joli. Mais en tout cas, la paire là qu'elle avait au pied, ça lui allait pas. Et j'ai pas compris le body. Là, j'ai pas compris, il était pas dans le thème. Encore, il y aurait eu un chapeau ou une sorte de traîne ou de tulle ou un truc comme ça. Là, ouais, mais il y avait ni chapeau, il y avait rien. J'ai pas compris. Donc Lisa et Sabrina Carpenter. Donc déjà Lisa, je vais la noter. Pour moi, c'est un... Elle, je vais même pas noter parce que franchement, c'est trop grave. Et Sabrina Carpenter, pour moi, bah, c'est un 8. C'est un 8 sur 20 puisque déjà, t'es pas dans le thème. Après, le glam, hyper bien fait et tout, mais t'es pas dans le thème. Anna Hathaway. J'ai pas compris. T'es pas dans le thème. En plus, Anne, elle nous a sorti des looks franchement assez stylés. Donc là, j'ai pas compris. T'es pas dans le thème. Très joli collier. J'adore le glam, la coupe, c'est parfait. Le maquillage, c'est parfait. Mais j'ai pas compris. T'es pas dans le thème, Mago. T'es pas dans le thème. Et franchement, j'ai la haine parce que Anna Hathaway, elle est capable de nous sortir des trucs, mais absolument incroyables. Donc, pour moi, c'est un... Parce qu'en plus, franchement, elle est bien, on dirait... Elle pourrait aller à un dîner, genre là, genre par exemple demain, moi j'appelle Anne, on se fait un déjeuner au Ritz, allez, soyons fancy, et elle vient comme ça, je serais pas choquée. Donc vraiment, c'est même pas un evening outfit, ça pour moi, je sais pas, c'est genre elle a été invitée à l'hippodrome pour voir des courses de chevaux, et bah elle y va comme ça, mais tu vas pas au Met Gala comme ça. Donc ça pour moi, c'est un 7 sur 20. C'est un 7. Franchement, j'ai pas d'âme. Là, franchement, j'ai pas d'âme, je suis énervée. Là, Anna Hathaway, je suis énervée parce que franchement, t'es mago. Et là, je suis énervée. Pharrell Williams. En fait, franchement, Pharrell Williams, j'ai pas compris. Il y a beaucoup de gens comme ça, j'ai pas compris parce que c'est des célébrités par le passé, ou même d'habitude, en fait, ils nous sortent des looks hyper extravagants, dignes de dandy. Et après, quand on leur demande, bah voilà, maintenant, t'as la place pour prouver que t'as un dandy. Et là, il n'y a plus rien, genre, je sais pas, il choque. Alors, je sais, la veste, elle est magnifique, d'accord? Et c'est brodé de perles tout autour de la veste. C'est absolument magnifique. Mais c'est pas digne du Met Gala, en fait. Euh, c'est ultra simple, c'est un costume comme un autre, c'est ultra simple, en fait. Il y a que la veste qui est un peu fancy parce qu'elle est brodée de perles. Et ça a dû demander un travail de fou. Mais en dehors de ça... Le pantalon, il est simple. Franchement, le pantalon, il aurait pu être évasé de ouf. Enfin, je sais pas, la veste, elle aurait pu être raccourcie avec un pantalon qui est évasé et qui traîne jusqu'au pied. Ça aurait déjà rendu un truc un petit peu plus... Il n'y a pas d'extravagance, il n'y a pas de drama, il n'y a pas de chapeau. Il nous a mis des lunettes de soleil, mais même la coupe des lunettes de soleil, genre, elle a rien de spécifique. Enfin, j'aurais pu aller à Optique 2000 et chercher... Enfin... Pour ceux qui ont peur des lunettes, souvent Optique 2000, quand vous prenez votre paire de lunettes de vue, pour 1 euro de plus, vous avez une paire de solaire. Et ben j'aurais pu, et je vous jure, j'ai une paire de solaire comme ça maintenant. Mais franchement, je comprends pas. Et là, franchement, pour moi, c'est un 8 sur 20. Ensuite, Amelia Gray. En fait... Be nice. I'm finding it.
It take you that long to It find does. It does. Je sais même pas quoi vous dire. Je sais même pas quoi vous dire parce que... En fait, là, pour moi, c'est un prank. C'est grave un prank. Là, pour moi, Amélie Gray, là, elle nous a fait un prank. Je sais pas. Genre, elle s'est dit, je vais prank Anna Wintour. Parce que là, En fait, je sais pas. Genre, et puis le dourag, genre, c'est tellement problématique. Le dourag, il est tellement problématique sur sa tête. Bref. Alors, Dua Lipa, j'étais un petit peu sceptique. Pourquoi Donc, elle est arrivée déjà sur le tapis. Alors, attendez, je sors la deuxième photo. En fait, elle est arrivée sur le tapis, elle avait genre une espèce de veste avec une cape. Et par en dessous, elle avait encore un boléro. Et après, elle avait la robe. Donc déjà, elle est arrivée avec sa cape, avec sa traîne et tout, etc. J'étais en mode, ah, je sais pas si j'aime bien. Je sais pas si j'aime bien. Et je trouvais qu'il se passait trop de choses. Enfin, je sais pas, je trouvais ça chelou. Elle a retiré la veste et la cape. J'étais en mode, ah, peut-être qu'il se passe des choses. Mais il a fallu qu'elle retire encore le boléro. Et là, je me suis dit, ah, ok. La robe, c'est pas mal. Mais Mago, t'es pas dans le thème. Et toi, Lipa, t'es Mago sûr, mais t'es pas dans le thème. T'es pas dans le thème. Et c'est dommage parce que le glam, il est archi bien fait. J'ai adoré ses cheveux. J'ai adoré ce qu'ils ont fait avec tes cheveux. Les finger soup, là, j'en ai vu beaucoup sur le tapis rouge. Et franchement, j'ai kiffé de ouf. C'était archi bien fait. Mais Mago, t'es pas dans le thème. Et en plus, et je crois que c'est Chanel, Dua Lipa, il y a des éléments que j'aime bien, mais du coup, au global, j'aime pas. Et pour moi, Dua Lipa, là, c'est un 10 sur 20. J'ai pas compris les froufrous. J'aime pas le motif, là, au niveau du buste. Et j'aime pas... j'ai bien aimé l'attaché, là, au niveau du cou derrière, et qui descend et qui se confond avec la traîne. J'aime beaucoup la tulle. Je crois que c'est de la tulle ou de la dentelle. J'aime beaucoup ce type de matière-là. Mais j'aime pas la robe. J'aime pas la robe et elle est pas dans le thème. Donc pour moi, c'est un 10 sur 20. Hailey Bieber. Hailey Bieber, je vous dis tout de suite, Hailey Bieber, c'est un 5 sur 20. Elle nous a fait n'importe quoi. D'accord. Surtout qu'en plus, j'ai vu une photo d'Hailey Bieber, je crois que c'était le mois dernier ou le mois d'avant, où elle a été habillée en Saint-Laurent. Et c'était un costume, un des costumes que j'ai vu sur le défilé en début d'année, là. Hyper large, qui lui tombait super bien, hyper bien porté. Et donc du coup, tu mets ça en dehors du Met Gala, et au Met Gala, tu nous mets juste un blazer avec des mules, genre. Surtout que t'es capable de nous sortir des trucs comme ça. Et vous savez quoi, les célébrités qui sont capables de sortir des tenues de ouf, et au moment où il faut être dans le truc qui me sort des trucs comme ça, j'ai la haine. J'ai la haine de ouf parce que t'es capable de beaucoup mieux. Là, pour moi, c'est un 5 sur 20. Doechii. Alors, Doechii, j'ai la haine. Doechii, j'ai la haine parce que j'aime beaucoup le concept, mais j'aime pas l'exécution. Elle est dans le thème. Le concept est génial, mais l'exécution... C'est vraiment dommage. En fait, j'ai un problème avec ce mix de patterns. Jusqu'ici, la seule que j'ai vue et qui a réussi ce mix de patterns différents, c'est Joey King. Les autres, ça marche pas. Et je sais pas pourquoi. Mais là, en fait, le short à carreaux, avec en plus la ceinture Louis Vuitton, avec en plus la veste en monogramme Louis Vuitton, c'est trop, ça fonctionne pas. Et c'est dommage parce que les couleurs sont bien, ça matche bien, elle a un petit peu de rouge là, un petit peu de rouge au niveau des chaussettes et des chaussures, ça fonctionne. Mais là, au niveau du short et de la veste, ça fonctionne pas. Donc soit en fait, il aurait fallu que le short soit d'une couleur unie, soit il aurait fallu que la veste soit d'une couleur unie. Mais il fallait choisir un des deux. Les deux ensemble, ça fonctionne pas. Je trouve ça grave dommage parce que le concept il est là, mais l'exécution
Et là, pour le coup, ça me fait grave mal. Ça m'énerve pas, ça me fait grave mal, parce qu'en plus, c'est son premier Met. Je sais qu'elle était sous pression, que c'était un gros event pour elle, et qu'elle était stressée et tout. Et malheureusement, l'exécution, ça fonctionne pas. Et ouais, pour moi, ça va être un 10 sur 20. Et franchement, j'ai la haine parce que le glam, il est parfait, elle est magnifique. Elle est vraiment magnifique. Les cheveux, moi, j'adore. J'adore voir des afros partout. C'est magnifique. Le cigare, là, j'ai vu beaucoup de cigares aussi sur le tapis rouge. Le cigare, c'est parfait, c'est magnifique, ça fonctionne. Mais le match des motifs, ça fonctionne pas. C'est un 10 sur 20. Kim Kardashian. Elle a mis un chapeau, elle s'est dit, vas-y, ça va passer, je vais être dans le thème. Margot, t'es pas dans le thème. Margot, t'es pas dans le thème. Néanmoins, j'aime bien la coupe de la robe. Elle est pas dans le thème. Et le chapeau, en fait, j'ai vraiment l'impression que le chapeau, il a été mis comme ça pour dire, ben voilà, comme c'est dandy, je mets un chapeau et voilà. J'aime beaucoup le collier, hein, rien à dire pour le collier, c'est l'accessoire qu'il fallait. Les boucles d'oreilles, c'est parfait, les bagues, c'est parfait. Mais j'aime bien la coupe, mais j'aime pas forcément la matière de la robe et j'ai pas compris les poches là devant. Je comprends pas. Je comprends pas. It's not giving. Pour moi, c'est un 11 sur 20. Donc dans mes honorable mentions, il y avait en premier Kerry Washington. Donc Kerry Washington, c'est pas que j'avais... En fait, j'avais pas non plus extraordinairement aimé, mais j'avais pas non plus détesté. En fait, ce que j'ai bien aimé, c'est le chapeau. Et le chapeau is giving white hat. Donc pour ceux qui ont regardé Scandal, si vous n'avez pas la ref, si vous n'avez pas regardé Scandal, en fait, je sais pas ce que vous faites de vos vies. Mais pour ceux qui ont la ref, on se sait. Donc it's giving white hat. Donc j'aime beaucoup cette référence. Après, j'ai beaucoup aimé le top. En fait, ça a la forme d'un blazer, mais c'est pas un blazer, c'est un top. J'aime beaucoup les épaules. C'est pas extraordinairement exagéré, mais c'est parfait. Et j'aime beaucoup le décolleté, c'est absolument magnifique, j'aime beaucoup. Par contre, moi j'aurais bien aimé que ça descende un peu plus bas. Parce que du coup, en fait, on voit son body, je pense que c'est fait exprès. On voit son body. J'aime beaucoup la matière de la jupe en tulle. Avec le doublage et tout, moi j'aime beaucoup. Le glam, c'est parfait. La coupe de cheveux, c'est exactement ce qu'il fallait. C'est hyper bien accessoirisé, il n'y a rien à dire. Par contre, moi, j'avoue, j'ai juste un petit problème avec le color matchmaking. En gros, son chapeau est crème, la jupe en tulle aussi, elle est crème, et les chaussures aussi, et il n'y a que le top qui est blanc, genre éclatant. C'est pas ultra dérangeant, mais moi, ça me dérange quand même un petit peu. Moi, j'ai un truc, peut-être que je suis un peu conservatrice sur ce sujet-là uniquement, mais j'aime pas les bodys sur les tapis rouges. Je trouve que ça fait pas habiller. Je trouve que ça fait pas habiller en fait. Donc j'aime pas les bodys sur le tapis rouge et, 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 et je pense aussi que c'est pour ça que j'ai pas aimé le... Bon, Sabrina Carpenter, j'aimais pas parce que elle était pas dans le thème et voilà. Mais j'aime pas les bodys en général sur les tapis rouges. C'est pas habillé. Ensuite, dans mon autre honorable mention, j'avais Kendall Jenner. Moi, j'aimais beaucoup sa tenue, mais c'est juste qu'en fait, il manquait des choses. Et la pauvre, elle m'a fait un peu de peine, puisque moi, j'avais vu le live du tapis rouge, et en fait, je sentais qu'elle était anxieuse. C'est même pas genre, elle a pas envie d'être là, c'est tu sens en fait l'anxiété sur son visage. Et je pense qu'elle devait avoir une crise d'anxiété à ce moment-là, et ça se voit. Et en fait, du coup, elle n'arrive pas à bien mettre en valeur la tenue. Et en plus, ça se voit, genre, elle a les poings serrés sur la photo, ça se voit qu'elle est pas bien. Mais en dehors de ça, moi j'aime bien la coupe, j'adore la coupe, c'est super bien fait, c'est propre, c'est carré, c'est dandy. Pour moi, elle est dans le thème. Enfin, c'est hyper bien accessoirisé. Moi j'aime beaucoup le collier, y a rien à dire. Je pense qu'elle aurait pu être encore un peu plus dans le thème et qu'on aurait pu donner un peu plus de relief à la tenue avec un chapeau et une coupe haute. Et j'ai remarqué sur les tapis rouges, souvent, je sais pas, les stylistes se focus uniquement sur le vêtement. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de vision globale.
Euh, et du coup, bah souvent, t'as une belle tenue et tout, et puis après la coupe, c'est genre soit une queue de cheval, ou des cheveux lâchés, genre un peu bouclés, ou enfin, genre, je trouve que les stylistes vont pas jusqu'au bout de leur idée, et peut-être ils se concertent pas avec les coiffeurs et les maquilleurs. Je sais pas, il y a une synergie qui est pas faite, mais là, la tenue qu'elle porte, ça appelle à une coupe haute et un chapeau. Un chapeau ultra large avec la même matière, même motif que sa robe. Je trouve ça dommage. Et après, le seul truc qui me dérange, c'est là sur les côtés, les trucs un peu plissés. Je sais pas si c'est la couleur de la tenue qui fait un peu bizarre, mais on dirait que c'est froissé. C'est pas plissé, mais que c'est froissé. Donc je sais pas si c'est la caméra qui a pas bien fait son taf. Enfin, là, des fois, la caméra, elle fait pas bien ressortir les textures. Donc peut-être que c'est ça. Mais ça fait froissé, en fait. Donc peut-être que c'est la couleur, le gris de sa tenue, je sais pas. Et en dernier, pour moi, c'était Bad Bunny. Je ne pouvais pas ne pas parler de Benito. Et Bad Bunny, donc son chapeau, j'ai fait mes petites recherches. Son chapeau, c'est un Puerto Rican pava. Ouais, je crois que c'est pava ou pava. Bref, mon espagnol, il est pas ouf. Et en fait, c'est un chapeau qui est fait à partir de feuilles de palmier séchées. Et donc c'est directement originaire de sa culture. Et moi j'aime beaucoup quand les célébrités ou les artistes mettent en avant leur culture sur le tapis rouge. Moi je trouve ça magnifique. Et ouais, donc du coup c'était sa touche dandy à lui. Donc plutôt que d'avoir un chapeau ultra occidental, bah lui en fait il a mis ce chapeau là et j'ai trouvé ça joli. J'adore sa coupe, j'adore les finger soup. Il y en a eu beaucoup sur le tapis rouge. Par contre, j'ai trouvé que sa tenue était trop safe. C'était trop safe. Le marron foncé avec le marron clair et la cravate blanche, même crème, la broche et tout. Je trouvais ça trop safe. J'aime beaucoup ses gants. Je trouve que ses gants sont super jolis, mais je trouve ça trop safe. Et Benito, il nous a habitués à beaucoup plus excentriques. Donc c'est pour ça que je suis un peu déçue parce que Benito, le drama et l'excentricité, il sait archi bien faire. Donc j'ai trouvé ça trop safe. Donc voilà, j'espère que ça m'a tout enregistré parce que sinon je pense que je vais péter un câble parce que là il va être minuit and I would like to sleep et finir mon montage. Mais en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je sais qu'elle est un peu longue, donc si vous avez été jusqu'au bout, voilà, franchement merci. C'est ma première vidéo de ce type, donc j'essaierai de faire beaucoup plus synthétique pour les prochaines vidéos. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de travailler sur cette vidéo-là. J'aurais aimé sortir ça beaucoup plus tôt et être encore dans le momentum du Met Gala. J'espère que ça pourra sortir assez rapidement. Et sinon, voilà, bah, merci d'avoir regardé, commentez, débattez, dites-moi si vous n'êtes pas d'accord avec mes avis, on débat, on discute, il n'y a aucun problème dans la bienveillance, dans la joie, dans la bonne humeur. Et bah, merci beaucoup et à bientôt. Bye.